Encore plus de tourisme et de retombées durant la belle saison en Gaspésie selon Ma Gaspésie. La Gaspésie connaît une autre croissance d'achalandage touristique et des retombées économiques à l'été 2024. Pour la période de mai à septembre inclusivement, Tourisme Gaspésie estime le nombre de visiteurs à plus de 679 000, soit un gain de 2% sur 2023 et les retombées économiques à 427 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 6% comparativement à l'an dernier. Cette année, ça a très bien été. La température a été de notre côté. Les gens avaient le goût de venir en Gaspésie. Il fallait les charmer au préalable pour qu'ils fassent leur réservation, note la directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross. Et ce charme a été allumé par une campagne de promotion lancée au début du printemps avec un budget de 800 000 $ auprès des clientèles francophones et anglophones du Québec, incluant le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ainsi que sur le marché des Maritimes. Notre premier marché est les Québécois. On travaille avec d'autres organismes pour promouvoir le Québec à l'étranger. Mais nous, on trouvait qu'il était important d'aller chercher la clientèle des Maritimes. Ils sont proches de nous. Maintenant, on le fait en direct dans les 3 provinces. Ça prend du temps. On en est à notre 3e ou 4e année. On va continuer de le faire si elle peut aider sur les débuts et fins de saison. Ce sera intéressant, mentionne Madame Ross. Le nombre d'unités d'hébergement occupées atteint des sommets pour les mois de juin, juillet et août. La performance variable des attraits, des activités et du secteur de la restauration amène l'organisme à conclure que les touristes ont modéré leurs dépenses à destination, reflet de la situation économique actuelle. Les gens dépensent moins à la destination mais ils viennent quand même chez nous, note Madame Ross. Les gens dépensent autrement et consomment aussi d'une façon différente. Souvent, ils s'installent à un endroit et rayonnent autour. Ça aussi, c'est une valeur qu'on doit considérer et ça étale la saison touristique, croit-elle. Selon les données de Tourisme Québec, la demande globale pour l'hébergement pendant la période de mai à septembre a augmenté de 5,5% par rapport à la même période en 2023. L'hébergement commercial comme les hôtels, motels, gîtes et résidences de tourisme a connu une croissance de 2,9%. L'hébergement de courte durée du style Airbnb croît de 9,1%, le camping grimpe de 9,2% et le prêt à camper, 7,5%. Avec la nouvelle plateforme du ministère du Tourisme, on est maintenant capable d'aller chercher toutes les installations d'hébergement. C'est important car c'est l'ensemble de l'hébergement. Chacun a sa clientèle. Tous ces indicateurs sont en hausse, constate la directrice. Un sondage auprès de 160 acteurs de l'industrie touristique révèle que 91% des établissements d'hébergement qualifient la saison touristique d'excellente ou de satisfaisante. 73% des campings et prêts à camper qualifient la saison touristique d'excellente ou de satisfaisante. La majorité des activités et attraits touristiques considèrent comme stable ou en hausse leur achalandage comparativement à 2023, et 63% d'entre eux qualifient la saison touristique d'excellente ou de satisfaisante. La majorité des établissements de restauration considèrent comme stable ou en hausse leur achalandage comparativement à 2023, et 73% d'entre eux qualifient la saison touristique d'excellente ou de satisfaisante. Étirer la saison touristique continue de se faire, mais il reste encore 2 périodes à travailler. Les temps les plus difficiles sont entre les feuilles et la neige et après la neige et avant les feuilles. Ce sont les moments les plus difficiles. Mais on réussit à attirer des gens 12 mois par année. Il y a eu beaucoup de rénovations de chalets ou de nouveaux chalets très prisés par le public, analyse Madame Ross. Tourisme Gaspésie est prêt pour la saison hivernale. Une bonne saison touristique l'hiver, c'est 40 millions de dollars de retombées et une trentaine de milliers de visiteurs. C'est important pour garder des entreprises ouvertes à l'année. C'est important pour le dépanneur, pour la petite épicerie du coin. Ils vont consommer de l'hébergement, rappelle Madame Ross. L'an dernier, ça a été extrêmement difficile. C'est une saison qui dure 12 semaines. L'an dernier, elle n'a été que 5 semaines. On se souhaite beaucoup de neige. Si on en avait beaucoup en janvier, février, mars, ce serait parfait, espère-t-elle. Les infrastructures des sentiers devront obtenir du soutien. Les gens travaillent fort pour régler les situations avant la saison hivernale. Il sera toujours possible de faire le tour de la Gaspésie, peut-être différemment, mentionne Madame Ross. La fermeture d'une passerelle à Sainte-Madeleine de la rivière-Madeleine cet hiver amène à nouveau la question des infrastructures. Un pont sur la rivière Saint-Jean à Gaspé et un autre à Pointe-à-la-Croix ces dernières années et les difficultés du sentier entre Murdochville et le relais de la Cache amènent le milieu à réfléchir sur la question. La motoneige et les véhicules tout-terrain sont des priorités régionales. Tout a été bâti avec des bénévoles. C'est extraordinaire. Ça fait quelques années qu'on a priorisé le dossier à la table des préfets. On est allé chercher une enveloppe de 10 millions de dollars. On investit progressivement, mais les besoins sont colossaux. Quand il y a une infrastructure qui coûte 1 million de dollars, un pont à refaire, on ne peut pas faire reposer une industrie au complet sur le dos des bénévoles, évoque le maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, Daniel Côté. Si on veut qu'au Québec, on développe du tourisme hivernal, qu'on arrête d'en parler et qu'on le fasse pour de vrai, ça prendra des ressources supplémentaires pour ceux qui s'occupent des routes, évoque M. Côté.
Un quatrième salon dédié à la valorisation des ressources du Saint-Laurent selon l'Avantage gaspésien. Exploramer annonce que la 4e édition de son salon Fourchette Bleue Poissons et Fruits de mer se tiendra les 24, 25 et 26 février 2025 au manoir du Lac-de-Lage, dans la région de Québec. Cet événement commercial est l'occasion pour les industries de la pêche et de l'alimentation de célébrer la qualité des ressources marines du Saint-Laurent, de valoriser le travail des artisans de la mer et de miser sur le développement durable et local des ressources marines. Le salon Fourchette Bleue Poissons et Fruits de mer vise à promouvoir l'achat local, permettre au Québec de se servir d'abord des ressources aquatiques du Saint-Laurent. Lors de cet événement, les pêcheurs, aquaculteurs, transformateurs, industriels et distributeurs viennent à la rencontre des restaurateurs, poissonniers, représentants institutionnels et marchands pour planifier, déjà à cette période, les ventes et les achats de ces produits québécois. Le salon se donne aussi comme mandat de valoriser l'ensemble des produits comestibles du Saint-Laurent. Il met en lumière la diversité des produits marins du Québec, en offrant une vaste gamme de produits, du homard au crabe des neiges, mais aussi le phoque, les algues marines, les mactres de Stimson, les oursins verts, le caplan et bien plus encore. Cet événement permet aux acheteurs, commerciaux et institutionnels, de mieux connaître l'éventail des produits marins québécois et de démocratiser leur place sur nos tables. Le salon Fourchette Bleue est également un lieu de rencontre privilégié. L'événement débute avec un cocktail de bienvenue le lundi 24 février. Le 25 février est dédié au marché de poissons, visite des kiosques, négociation des ententes et, nouveauté cette année, une programmation consacrée aux innovations et aux produits émergents dans le secteur des pêches et de la transformation est présentée par Mérinov. En soirée, un repas gastronomique aux saveurs de Fourchette Bleue est servi. Et sont remis les prix Fourchette Bleue pour célébrer le travail de nos artisans de la mer. L'événement se termine l'avant-midi du 26 février alors que se tient le Forum des entrepreneurs, organisé par l'Institut de recherche en économie contemporaine, sous le thème de l'émergence et des modèles d'affaires innovants. Le salon Fourchette Bleue Poissons et Fruits de mer est le seul événement commercial dédié exclusivement aux produits marins du Québec. Il permet aux professionnels de découvrir des produits de qualité supérieure, tout en contribuant à la valorisation des ressources aquatiques locales et à la croissance de l'économie des régions côtières. Pour plus d'informations, consultez le site internet de Fourchette Bleue, fourchettebleu.ca/salon. Création d'une zone neutre à Sainte-Anne-des-Monts selon l'Avantage gaspésien. Une zone neutre a été créée dans le stationnement de l'hôpital des Monts afin de faciliter les échanges d'enfants dans les cas de garde partagée. La Maison Oxygène de la Haute-Gaspésie en collaboration avec le Centre Louise-Amélie, le CISSS de la Gaspésie, le département de protection de la jeunesse, la ville de Sainte-Anne-des-Monts et la Sûreté du Québec ont agi en concertation afin de concrétiser le projet. Une zone neutre se veut un endroit public, sous surveillance par caméra, pour protéger les parties impliquées lors d'une rencontre. Pour le coordonnateur de la Maison Oxygène, Mathieu Michaud, ce nouveau service à la population aidera à éviter des confrontations et des malentendus. Lorsqu'un couple se sépare, le moment d'aller porter les enfants chez l'autre parent est toujours sensible et potentiellement conflictuel. On voulait donc avoir une zone neutre pour protéger tout le monde. On évite ainsi des allégations sans fondement. De plus, comme le stationnement de l'hôpital est un endroit assez achalandé, ça décourage les comportements inappropriés. Le choix du stationnement de l'hôpital était idéal puisqu'un système de caméras était déjà en place et qu'il y a un va-et-vient constant. Après concertation, nous étions tous d'accord que cet endroit répondait parfaitement aux critères d'une zone neutre. On s'entend que ce n'est pas un endroit pour commencer à crier après son ex-conjoint ou ex-conjointe devant les enfants, ajoute Mathieu Michaud. La zone neutre peut également servir aux citoyens pour l'échange de biens lors d'achats en ligne ou pour toute autre rencontre qui pourrait être potentiellement conflictuelle. La zone neutre a été officiellement inaugurée le 20 novembre dernier en compagnie des différents partenaires. On encourage les gens à ne pas hésiter à recourir à ce service. Un 28e téléradioton pour la ressource selon l'Avantage gaspésien. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine et le groupe Mégascène ont récemment procédé au dévoilement des détails de son 28e téléradioton, qui vise à amasser 300 000 $. D'abord, la population de la région de Rimouski est invitée au spectacle événement, qui aura lieu le samedi 18 janvier à 19h30 à la salle Desjardins TELUS. Ce spectacle, sous la direction artistique de Nelson Mainville, réunira sur scène Linda Lemay, Marie-Pierre Arthur, le duo folk gaspésien dans le shed et la gagnante de la voix 2024, l'Acadienne Maude Cyr-Deschênes. Le slammer rimouskois David Richard, l'humoriste gaspésien Jean-Michel Côté, la comédienne et chanteuse Annie Cotton et le multi-instrumentiste,
auteur-compositeur-interprète, accompagnateur de Linda Lemay, Claude Pinault, seront aussi du spectacle. Du côté des musiciens, les spectateurs auront l'occasion de voir performer le Biz Biz Band. La directrice musicale Rimouskoise, Marianne Arsenault, sera entourée du guitariste Raphaël Damour, du batteur Joseph Perrault, de la pianiste Marie-Pierre Bellefeuille et de la choriste Julie Houd, qui en est à son 15e téléradioton. Le chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent viendra à nouveau compléter la distribution du spectacle et l'humoriste Marc-Antoine Lévesque sera de retour pour animer la soirée. Par la suite, l'équipe de production qui aura saisi les meilleurs moments de la soirée créera une émission de 2 heures pour le téléradioton qui sera diffusée le dimanche 26 janvier entre 10h et 20h sur toutes les télévisions communautaires de la grande région ainsi que sur le site web de la ressource. À l'écoute des besoins. Rappelons que le téléradioton de la ressource est l'événement de financement phare de l'organisme pour réaliser sa mission d'aide aux personnes handicapées. La directrice générale de la ressource, Thérèse Sirois, rappelle l'importance des services offerts par l'organisme dans la région. Il y a un service que nous avons mis en place il y a 3 ans et qui s'appelle le répit de la ressource. C'est pour des enfants lourdement handicapés qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Ce service est extrêmement populaire. On avait prévu une centaine de jours par année de répit pour permettre aux familles et aux parents de sortir et de prendre un peu de recul. L'année financière se termine le 31 mars, mais on est rendu à 159 jours de fait. Prévente de billets. Les billets pour le spectacle du 18 janvier sont disponibles en prévente au coût de 30 $ à la billetterie de Spectar, au 88 724 0800 ou au 25 rue Saint-Germain-Ouest jusqu'au 28 novembre. Ils seront ensuite au coût de 40 $ à partir du 29 novembre. Notons que des billets sont aussi disponibles au bureau de la ressource, situé au 7B, 5e rue à Rimouski. Pour lire davantage d'articles, vous pouvez désormais nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn. Un procès en avril pour le chasseur accusé d'avoir tué un caribou selon Radio-Canada. Denis Paquette, qui aurait abattu illégalement une femelle du troupeau de caribous montagnards de la Gaspésie l'an dernier, subira son procès au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts au printemps. Le dossier du chasseur, qui a nié sa culpabilité en juin dernier, était de retour en cours, mardi, devant la juge Sonia Cyr. Les parties ont convenu de fixer le procès avec témoins du 1er au 4 avril 2025 avec la possibilité de poursuivre les audiences les 7 et 8 avril. L'Anne Montois a reçu 2 constats d'infraction à la suite d'événements survenus en Haute-Gaspésie en 2023. L'individu aurait chassé un animal, soit du gros gibier, contrairement à l'article 56 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et aurait abandonné la chair comestible d'un gros gibier tué à la chasse. Les amendes minimales pour ces 2 infractions sont respectivement de 2 500 $ et de 1 000 $. Les événements seraient survenus vers le 14 octobre 2023, au sud du lac des Chênes, à Marsouis. Le ministère de la Faune avait signalé la découverte de la carcasse d'une femelle caribou lors du bilan 2023 de son opération Panache, une campagne de sensibilisation contre le braconnage. L'animal abattu était un caribou femelle qui portait un collier télémétrique. La bête est une des femelles capturées et mise en enclos à l'hiver 2023. Elle avait été libérée au mois d'août de la même année. Une espèce en déclin. Le caribou de la Gaspésie est classé comme espèce en voie de disparition depuis 2003. Lors du dernier inventaire du troupeau, réalisé en 2023, Québec estimait la population à environ 25 individus. Aucune défense présentée au procès de Kevin Labrie selon Radio-Canada. Aucune défense ne sera présentée au procès de Kevin Labrie, ce Gaspésien accusé du meurtre au 2e degré de Jean-Philippe Bélanger. La présentation de la preuve est donc terminée. Ajourné jeudi, les audiences ont repris devant une salle déserte au palais de justice de Percé, mardi matin. L'un des avocats de Kevin Labrie, Maître Hugo Kessy, a alors annoncé aux membres du jury ainsi qu'au juge qu'il n'appellerait aucun témoin à la barre. L'accusé de 39 ans ne racontera donc pas sa version des événements survenus le 3 mai 2022 à Sainte-Anne-des-Monts. Kevin Labrie a d'ailleurs refusé de se présenter en cour mardi matin. Un écran a été placé à proximité de sa cellule dans la prison de Percé, où il est détenu durant les procédures, afin qu'il puisse les suivre virtuellement. S'il pouvait entendre et voir ce qui se déroulait devant le tribunal, M. Labrie n'est pas intervenu. Il est plutôt demeuré étendu sur son lit. La poursuite a quant à elle présenté une dizaine de témoins depuis le début du procès, le 12 novembre, et a conclu la présentation de sa preuve jeudi dernier. Avant de se retirer pour formellement délibérer afin d'en venir à un verdict unanime, les membres du jury devront encore entendre les plaidoiries de la poursuite et de la défense, durant lesquelles les 2 parties résumeront leurs arguments. Comme aucune défense n'a été présentée, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP,
qui tentera de convaincre les membres du jury en premier. Cette étape est prévue jeudi, à 9h30. La violence faite aux femmes reste un fléau selon ma Gaspésie. Malgré toutes les campagnes pour enrayer le fléau, la violence faite aux femmes ne prend pas de pause et prend même de l'ampleur. Tant que les enjeux de la violence faite aux femmes ne sont pas réglés, on va continuer de se mobiliser, lance la coordonnatrice de la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Nastasia Williams, à l'occasion des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui se déroulent chaque année du 25 novembre au 6 décembre. L'année 2024 a été particulièrement meurtrière pour les femmes alors qu'on compte déjà 25 féminicides, dont 13 en contexte de violence conjugale, et l'année n'est pas terminée. La violence dans un contexte conjugal est en augmentation tout comme le nombre d'infractions pour des crimes de nature sexuelle. On doit redoubler d'ardeur, poursuit Madame Williams. On est préoccupé par la montée de la violence associée à une certaine polarisation des discussions ou des discours haineux de façon générale. Les femmes ne sont pas les seules à en être victimes. On pense aux personnes racisées ou des personnes qui viennent de minorités sexuelles, dit-elle. Selon la table, avec l'essor massif du numérique, ces violences se multiplient et prennent des formes toujours plus variées, se manifestant dans les espaces virtuels tels que les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les forums, mais également au sein d'échanges privés où les outils technologiques peuvent être utilisés à des fins de contrôle. La montée en popularité grâce aux médias sociaux des influenceurs masculinistes comme Andrew Tate ou Julien Bournival représente à nos yeux un danger important de banalisation des violences faites aux femmes et des mécanismes de contrôle coercitif, note-t-elle. C'est un recul important car ce qu'on se rend compte c'est que la violence sur les espaces numériques crée la peur de s'exprimer publiquement, de dénoncer des situations problématiques. On le voit dans nos vies de femmes, soutient Madame Williams. Avec les compressions pressenties par le gouvernement, les groupes féministes s'inquiètent. Quand le filet social s'affaiblit, et c'est vers ça qu'on s'en va, ça a pour effet d'avoir un impact direct sur les personnes les plus marginalisées. On peut penser aux victimes de violences à caractère sexuel ou conjugal. On a un filet social qui permet de réagir mais aussi faire de la prévention, mentionne la coordonnatrice. Est-ce que le travail de sensibilisation du milieu judiciaire ou de la police sera une priorité de l'État? Questionne-t-elle en rapport avec la violence sur le cyberespace qui est marginalisé. D'ici le 6 décembre, différentes activités de sensibilisation se tiendront sur le territoire. Des veillées auront lieu le 6 décembre pour souligner la tragédie de l'École polytechnique de Montréal qui avait fait 14 victimes en 1989 et est devenue le symbole de la violence faite aux femmes. La première étape pour agir sur la violence, c'est d'en prendre conscience, d'en connaître les différentes formes et d'être en mesure d'en parler ensemble, conclut Madame Williams. Entre-temps, mercredi, à l'initiative de la Sûreté du Québec, se tiendra l'opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Partout au Québec et de manière simultanée, les services policiers, les organismes d'aide et les partenaires gouvernementaux s'unissent afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes et faire connaître les ressources. Il s'agit de la plus grande opération de prévention en la matière au Québec. Pour une 3e année consécutive, ces activités se tiendront principalement à des endroits stratégiques sur le réseau routier, mais certaines se feront sous forme de kiosques ou de patrouilles à pied. L'an dernier, ces quelques 200 opérations à travers la province ont connu un très grand succès. Revenu minimum garanti, une proposition polarisante du Dr Yves Bonnier-Vigé selon l'Avantage gaspésien. Le directeur de la santé publique de la Gaspésie et des Îles, Yves Bonnier-Vigé propose un projet pilote pour assurer un revenu minimum garanti de 39 000 $ aux citoyens de la Haute-Gaspésie. L'idée d'un revenu minimum garanti n'est pas une nouvelle idée en soi. C'est un concept qui a déjà évoqué à maintes reprises dans le passé pour soulager les personnes à plus faible revenu. Pour le Dr Bonnier-Vigé, le modèle s'appliquerait parfaitement dans une MRC comme la Haute-Gaspésie. Pendant 20 ans, tous les citoyens auraient un revenu garanti de 39 000 $. La MRC de Rocher-Percé serait le penchant comparatif qui n'aurait pas ce programme. Pour le Dr Bonnier-Vigé, le revenu minimum garanti assure aux gens de pouvoir couvrir les besoins de base comme la nourriture et le logement. Selon lui, les personnes deviennent davantage proactifs et s'impliquent davantage dans leur communauté lorsqu'ils n'ont pas le souci financier de la subsistance de base. De plus, un revenu plus convenable améliore les conditions de vie des citoyens, tant sur le plan social que sur la santé. Une proposition semblable avait déjà été faite il y a une dizaine d'années par Québec solidaire, parti pour lequel Y.V. Bonnier-Vigé était candidat. À l'époque, la suggestion était d'offrir 12 600 $ par année.
Les choses ont bien changé depuis. Proposition polarisante. Le directeur du groupe d'action sociale et psychiatrique des Monts, Jacques Mimeau, estime que la proposition vaut la peine d'être entendue et débattue. Si un spécialiste en santé publique apporte cette idée, je crois que la MRC devrait au moins prendre le temps de l'écouter. Je comprends que ça peut être polarisant, mais il faudrait d'abord creuser le sujet et voir les bienfaits qui pourraient en ressortir. Jacques Mimeau souligne le fait que le salaire minimum actuel ne permet pas à tout le monde de payer leur loyer et faire leur épicerie. Il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement. J'ai milité pour une politique sociale lors de la dernière élection municipale, alors que j'étais candidat à la préfecture de la MRC. Bon, je n'ai pas gagné, mais n'empêche que je suis toujours convaincu de l'importance d'une telle politique chez nous. Cette proposition est selon moi une très bonne base de concertation pour une telle politique. Conscient qu'une telle proposition se doit d'être peaufinée et analysée, Jacques Mimeau reste convaincu qu'il s'agit d'une bonne nouvelle puisqu'on met la lumière sur la réalité difficile que vivent bon nombre de citoyens de la Haute-Gaspésie. De son côté, la MRC de la Haute-Gaspésie a rejeté la proposition, estimant qu'elle est utopiste. Dr Yves Bonnier-Vigé, pour qui j'ai énormément de respect, a lancé cette idée lors de la conférence administrative des directeurs des ministères de la région. Personne ne savait que cette proposition allait être mise sur la table. Je pense que nous aurions dû être consultés, tout au moins, explique le préfet Guy Bernatchez. Ce dernier précise que l'ensemble des maires de la Haute-Gaspésie ont reçu cette proposition très froidement. Posons-nous d'abord la question sur l'enveloppe nécessaire pour réaliser un tel projet. Est-ce que les 350 millions nécessaires sont sur la table? Non, et je doute fort que le gouvernement aille de l'avant avec une telle mesure. Je ne crois pas que ça vaille la peine de déployer des efforts pour aller chercher cette somme au gouvernement quand on sait déjà que ça ne fonctionnera probablement pas. Guy Bernatchez apporte un autre argument sur la table. Admettons que nous avons accès à 350 millions demain matin. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'investir plus judicieusement pour se développer ou soutenir des organismes communautaires plutôt que d'attirer des gens qui pourraient profiter du système? On en a eu un avant-goût avec la PCU pendant la pandémie. Le préfet aimerait plutôt voir des solutions comme des subventions salariales aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif qui seraient beaucoup plus porteux selon lui. Ça donnerait des emplois plus alléchants et ça encouragerait les gens à aller travailler. D'ailleurs, il y a plusieurs emplois qui mériteraient d'être mieux rémunérés, mais malheureusement, les entreprises ou organismes n'ont pas les fonds nécessaires. Finalement, Guy Bernatchez croit que si un tel projet est financé, ça pourrait fermer la porte à d'autres initiatives. Si par magie, on nous donne ces 350 millions pour un revenu minimum garanti dans notre MRC, pensez-vous que le gouvernement va nous dérouler le tapis rouge lorsqu'on aura d'autres projets d'envergure à financer? Le retour de la guignolée Dr Julien selon en Haute-Gaspésie. C'est parti pour la guignolée Dr Julien au profit du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. C'est le 15 novembre qu'a été lancée la traditionnelle guignolée Dr Julien, au profit du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, CPSHG. Dès maintenant, il est possible pour les citoyens, organismes et entreprises de la Haute-Gaspésie et d'ailleurs, de faire un don, et ce jusqu'au 15 janvier prochain. De plus, c'est le samedi 14 décembre prochain entre 9h et 15h, que des bénévoles enjoués seront présents dans les rues de Sainte-Anne-des-Monts et Cap-Chat pour recueillir les précieux dons, qui sont investis ici, en Haute-Gaspésie. Plusieurs façons sont mises à disposition des citoyens, organismes et entreprises pour faire un don. En argent comptant, lors de la collecte du 14 décembre à l'un des bénévoles, en ligne, sur le site web du CPSHG Pédiatrie Sociale hg.org à la section « Dons » ou en envoyant un chèque par la poste. Ce soutien de la communauté est essentiel pour poursuivre la mission du CPSHG. La somme recueillie permettra d'offrir des soins et services en pédiatrie sociale de qualité et d'accompagner les enfants et leurs familles. D'ailleurs, le CPSHG est actuellement à la recherche de bénévoles qui auraient quelques heures à donner le samedi 14 décembre afin de recueillir les dons de la population dans les rues de Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts et Mont-Louis. C'est une belle occasion de passer un beau moment entre amis, entre collègues ou en famille. Vous aimeriez donner un coup de main? Contactez Ariane Lévesque au 88 763 1692 ou encore écrivez-nous un courriel au cpshg@cpshg.ca. Développée par le Dr Gilles Julien, la pédiatrie sociale en communauté est une approche de santé globale intégrant la médecine, le droit et les sciences sociales. Cela permet d'offrir des soins et des services intégrés et personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans, de dépister, de réduire ou d'éliminer les stress toxiques nuisant à leur développement, de leur redonner, ainsi qu'à leur famille, du pouvoir et de l'espoir afin de reprendre le contrôle de leur vie. Des services préventifs sont aussi offerts, pour bonifier l'offre dans la communauté, activités sportives et récréatives, ateliers artistiques et musicaux,
sorties culturelles et spectacles. Rappelons que le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie offre des services médicaux et psychosociaux à près de 279 enfants et adolescents sur le territoire de la Haute-Gaspésie, avec des points de service à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts et Gros-Morne. Des plans d'aménagement spéciaux de récupération des bois selon Radio Gaspésie. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts amorce des consultations publiques au sujet de la récupération des bois de la tordeuse des Bourgeons d'Épinette en Gaspésie. Les consultations portent sur les plans d'aménagement spéciaux de récupération des bois affectés aussi par le Chablis. Elles visent les unités de gestion couvrant la portion ouest de la Gaspésie, donc entre la Matapédia et le Rocher-Percé. Les plans d'aménagement spéciaux présentent des secteurs où pourraient être réalisées des interventions comme la construction, l'amélioration ou la fermeture de chemins, la récolte de bois, la préparation de terrain en vue du reboisement, le reboisement et le dégagement. Les consultations commencent le 27 novembre avec une séance d'information. Les spécialistes du ministère des Ressources naturelles et des Forêts expliqueront les perturbations naturelles qui ont sévi dans les forêts de la Gaspésie et leurs impacts. Le processus consultatif prendra fin le 22 décembre. La méthode pour se faire entendre est détaillée sur le site Internet du MRNF.